Mesdames, Messieurs, bonsoir. Dans les titres de l'actualité ce soir, ça se poursuit les travaux d'assainissement de la Beige lagunaire de Cotonou et ce, sous la supervision de l'armée et de la police républicaine. Constat de l'évolution des travaux à travers un élément magazine dans ce journal. Elle a 80 ans et mère de 6 enfants. Elle est guérisseuse traditionnelle à Tossaou dans l'arrondissement de Bariénou, commune de Djougou. Sa spécialité, aider les femmes à accoucher facilement et à domicile. Nous allons découvrir le portrait et le parcours de cette octogénaire dans ce journal. Et puis, cérémonie de l'inhumation du tout premier président de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, Rafet Loko. Une messe a été dite ce samedi pour la circonstance en l'église Saint-Michel de Cotonou en présence des parents, amis et anciens collaborateurs du défunt. Bienvenue dans ce journal que vous pouvez également suivre en direct sur le www.canal3television.com. Les travaux d'assainissement de la Beige lagunaire de Cotonou se poursuivent sous la supervision de l'armée et de la police républicaine. Un tour sur le site ce mardi nous a permis de constater que les montagnes de déchets qui s'amoncelaient le long de la Beige lagunaire sont détruites. Le remblai de l'espace est en cours et puis du côté des commerçantes, l'opération est fortement saluée même si elles se plaignent de la mévente. Constat fait à travers le reportage qui va suivre. C'est du matériel lourd qui est ici déployé pour assainir la Beige lagunaire désormais débarrassée de ses occupants. Les montagnes de tas d'ordures qui jadis occupaient l'espace laissent désormais place à de la terre jaune convoyée sur le site pour le remblayage. L'opération se déroule sous la supervision de la police républicaine et de l'armée. Tout acte d'incivisme est systématiquement puni par les hommes en uniforme. C'est le cas de ces étudiants qui a eu la maladresse d'uriner sur l'espace en cours d'aménagement. Pour les décourager, il le coupe d'une corvée de quelques heures. C'est la preuve que plus rien ne sera comme avant. Du côté des vendeuses autrefois installées le long de la Beige lagunaire, le projet d'assainissement initié par le gouvernement offre un meilleur paysage. Tout en appréciant la qualité des travaux en cours, elles exhortent les autorités à revoir leurs conditions de commerce. Nous apprécions la qualité du travail qui se fait, mais il ne faudrait pas qu'on nous casse et que l'espace reste non valorisé. Dès que la voie sera réfectionnée, nous allons bien vendre. Nous soutenons le projet d'assainissement de la Beige lagunaire en cours, mais nous supplions l'autorité de penser un peu à nous. Depuis le démarrage des travaux, nous ne vendons plus comme cela se doit. Sinon, c'est un bon projet. La présence des policiers et des militaires sur le site dissuade les curieux et les récidivistes. Aucune vendeuse ne peut aujourd'hui oser franchir la ligne définie et l'insalubrité qui régnait en maître aux abords de la lagune n'aura plus droit de citer. Rendre ou sortir du village de Zungamé sera dans quelques semaines moins pénible pour les usagers de cette unique voie d'accès. Pour l'heure, ils font contre mauvaise fortune bon cœur en empruntant un pont en matériaux précaires. Plus de précisions avec Geoffroy Messon. Ce pont en matériaux précaires vit ces dernières heures, et ceci pour le bonheur des usagers de cette voie, unique porte d'entrée et de sortie du village de Zungamé. Dans quelques semaines, en effet, les travaux de construction d'un pont plus large et plus solide seront lancés ici, ce qui permettra aux habitués de ce tronçon de mieux circuler. Le COSA a 65 quartiers ou villages, dont le village de Zungamé. Ceux qui vivent là sont des gens de l'OCOSA. Il est question d'arranger leur situation pour qu'ils puissent avoir accès à leur village aisément. C'est ce qui a fait qu'on a essayé cette fois-ci de penser à un pont intermédiaire. Ce n'est pas définitif, intermédiaire, pour que les véhicules et motos aient accès à cette localité-là. Zungamé est un village de l'arrondissement de Lokossa, situé à 7 km du centre-ville, dans le département du Mono. Un village peu ordinaire, dont l'accès n'est possible jusque-là sans la traversée du pont en bois, réalisé de façon artisanale sur le cours d'eau qui isole le village. Lorsque nous arrivons auprès du pont, tu es obligé de laisser ton engin ou ton moyen de déplacement quelque part et traverser l'eau.
au cours de cette traversée, vraiment, si tu ne sais pas faire, tu vas t'enfoncer dans l'eau et c'est la mort qui intervient. Actuellement, c'est ce pont de fortune qui permet aux usagers de la voie de ne pas mettre pied dans le marécage. Il a été réalisé au dire des populations par le député d'Akwesossou sur fonds propres. Le pont annoncé est une très bonne nouvelle pour nous. Son effectivité va beaucoup nous soulager et faciliter nos déplacements. Avant, c'est avec des méthodes et moyens rudimentaires dans des bacs qu'on traversait l'eau. Je peux remercier les autorités qui ont accepté, qui ont attendu notre cri de détresse cette année pour qu'on puisse sortir dans cette précarité-là. Que depuis des années, il y avait eu des morts, plusieurs morts ici. Nos femmes sont sorties même, c'est un problème. Nous les femmes, nous souffrons beaucoup pour avoir de l'eau potable, pour aller moudre le maïs, pour aller à l'hôpital. Il nous faut traverser cette eau en période d'inondation avec des bacs de fortune. C'est à travers le projet d'appui aux communautés pour l'expansion des services sociaux, ACES. C'est dans ce cadre qu'on s'est inspiré de l'expérience du projet Nazoumen à commencer pour essayer d'imiter ça et faire au niveau du village de Zungamen pour que les gens puissent avoir accès en attendant de mieux faire. C'est le contrat que je viens de signer tout à l'heure même et ce serait envoyé. Ça doit démarrer au plus tard 2 semaines, ça doit pouvoir démarrer. L'étude qui est faite, c'est à des centaines de millions. La mairie ne pourra pas faire face à ça là. C'est par rapport à ça qu'avec le projet ACES, qui est d'un montant de 22 millions, ça pourra faire le pont en attendant. Toutes les tentatives de réalisation d'un pont métallique pour désenclaver le village ont jusque-là été vaines. Cette fois-ci, les populations espèrent que le bout du tunnel annoncé est le bon. Rôle des crédits dans la performance des entreprises des jeunes au Bénin, c'est le thème de la communication animée par le docteur Nadège Djossou ce vendredi à la chaire OMC de l'école doctorale de la FASEG. C'est un rendez-vous qui lance la dissémination de l'étude réalisée sur la thématique et financée par un centre de recherche basé au Canada. Cette étude qui vient relancer le débat sur le financement des PME au Bénin entend ainsi stimuler l'entrepreneuriat grâce au crédit informel. Les détails avec Clément Achadé et Derou Kwevi. Face à ce public composé d'universitaires et des acteurs du monde professionnel, Nadège Djossou planche ici sur un thème d'actualité, le rôle des crédits dans la performance des entreprises des jeunes au Bénin. Dans une démarche méthodologique essentiellement scientifique, la jeune docteure de l'École nationale de la statistique présente à cette occasion les résultats d'une étude sur la thématique. Une étude réalisée par une équipe locale de chercheurs du PEP, Partnership for Economic Policy. Les premiers résultats révèlent avec précision l'impact des crédits sur les performances des PME. Cette étude que nous avons réalisée depuis 2017 a pour objectif d'étudier l'impact de l'accès au crédit, des différents types de crédits formels, informels et familiales sur la performance des entreprises appartenant aux jeunes au Bénin. Et les résultats de cette étude nous ont amené aux conclusions que les crédits informels et familiaux ont un impact beaucoup plus significatif sur la performance des entreprises appartenant aux jeunes au Bénin. Ces niveaux d'impact se différencient selon le sexe, les femmes et les hommes, et aussi de la catégorie d'âge des entrepreneurs. On ne va pas demander de promouvoir le crédit informel, mais c'est d'essayer de réglementer ou bien amener les institutions de microfinance formelles à pratiquer un peu et à aller ou bien à trouver une réglementation qui puisse favoriser l'accès un peu comme les crédits informels. Surtout pour les jeunes entrepreneurs qui veulent commencer les startups, qu'ils aient beaucoup plus de facilité à avoir des crédits parce qu'on a remarqué que c'est surtout au début de l'entrepreneuriat qu'ils ont vraiment recours à ces
types de crédits. Il est donc clair que l'accès au crédit formel ou informel joue un rôle important dans la performance des PME de la jeunesse au Bénin. Les 4 chercheurs plaident ainsi pour des politiques visant à promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes tout en incluant les mesures de facilitation d'accès au crédit formel ou informel. Les perspectives, c'est d'essayer de continuer la dissémination, faire connaître les résultats de cette recherche aussi bien au niveau national, et ce qu'on a fait aujourd'hui, et ensuite au niveau international, c'est-à-dire dans les semaines à venir, le working paper sera publié sur le site du PEP, et ensuite on va passer à la publication dans une revue scientifique de l'article. Et je dirais merci beaucoup au réseau Partnership of Economic Policy qui a vraiment contribué à la formation de beaucoup de chercheurs. Moi, c'est ma 2e participation à une équipe de recherche PEP. Et j'ai été beaucoup formée par eux. Je suppose que ça va encore continuer. Et je souhaite que beaucoup de chercheurs béninois participent davantage à ce programme. Les scientifiques du projet canadien PEP proposent donc cette thérapie pour promouvoir davantage l'entrepreneuriat. À cet effet, ils demandent aux décideurs d'inciter des politiques publiques souples en matière de financement des PME. Nadège Djossou et son équipe plaident par ailleurs pour un examen des contraintes actuelles afin de trouver des solutions adaptées. Les promoteurs des écoles privées d'enseignement supérieur ont décidé de mettre de l'ordre dans leur méthode de fonctionnement en vue d'un encadrement supérieur de qualité. Ils se sont alors mis en association à la faveur d'une assemblée générale élective qui s'est déroulée vendredi matin à Cotonou. Le vote a consacré la mise sur pied de l'Union nationale des établissements privés d'enseignement supérieur. Les précisions avec Warab Alibara. C'est sans doute un nouveau soleil qui se lève sur l'école béninoise. Après les moments de divergence de points de vue et de stratégie des fêtières des établissements privés d'enseignement supérieur, eh bien, les responsables ont décidé de parler désormais d'une même voix. Et cela se matérialise par cette élection du nouveau bureau présidé par Charles Couffin. Les défis que nous avons à relever sont nombreux. Et ces défis, nous devons nous unir ensemble pour les relever. Le premier de ces défis, c'est comment mobiliser notre collaboration ensemble, notre action collective pour pouvoir atteindre les objectifs qui sont ceux de notre association. Et l'un de ces objectifs que nous avons relevé tout à l'heure à travers les statuts et le règlement intérieur, c'est la promotion d'un enseignement supérieur de haute qualité. Nous devons montrer quotidiennement que nous sommes à la hauteur de réaliser ce défi. Le deuxième défi que nous avons à relever, c'est comment restaurer l'image qui a été ternie de nos établissements privés d'enseignement supérieur. Nous avons également comme défi à relever la communication. La communication à l'endroit de toutes les institutions nationales et internationales qui doivent collaborer avec nous dans le cadre de la réalisation de notre mission qui est celle de la création, la diffusion et la diffusion du savoir de haute qualité dans la cité. Et je peux vous assurer que cette mission est une mission noble. L'Union nationale des établissements privés d'enseignement supérieur, UNEPES, a donc d'énormes défis à relever. Les membres du bureau comptent sur la Fédération des énergies et le soutien des promoteurs pour atteindre les objectifs. Et le patron de Gaza Formation, fraîchement envoyé au Conseil national de l'éducation, ne marchande pas sa disponibilité. Je savais que tous ensemble, nous allons aller dans la même direction et nous y sommes arrivés. Vous avez soulevé tous les défis qui nous attendent. Je crois, avec votre détermination, notre détermination, nous tiendrons encore le pari et ce serait un exemple surprenant pour tous ceux qui ne s'y attendaient pas. Je vous remercie par avance de l'effort que vous allez faire pour vaincre les difficultés qui nous attendent. Et Dieu sait qu'elles sont nombreuses et c'est en cela que votre tâche est lourde.
Le nouveau bureau est composé d'une dizaine de membres et l'Assemblée générale qui a consacré leur installation a également permis de travailler sur les statuts et règlements intérieurs de l'Union. Journée scientifique à l'École nationale supérieure des biosciences et biotechnologies appliquées ENS-BBA de Dassazoumé. Les échanges ont porté sur le thème « Les biosciences au service du développement ». Ces assises, les premières organisées par l'entité, ont permis aux participants venus des universités nationales du Bénin et de l'Université nationale professeur Joseph Kizerbo de Ouagadougou au Burkina Faso de partager et d'échanger sur les résultats des recherches effectuées dans les laboratoires de l'ENS-BBA. Les détails avec Imete Lena Moussou. La rencontre regroupe divers acteurs scientifiques des différents campus universitaires du Bénin, mais aussi de l'université Kizerbo de Ouagadougou au Burkina Faso. Elle a été l'occasion pour les responsables de l'École nationale supérieure des biosciences et biotechnologies appliquées, ENS-BBA de Dassazoumé, de présenter les résultats issus des recherches de ces différents laboratoires. Dénommée journée scientifique, ces premières assises intellectuelles qui interviennent après les 2 années d'existence de l'école constituent pour les organisateurs un rendez-vous de partage. Nous sommes une jeune école créée en 2018 et nous avons pour mission de former. Nous avons aussi une mission de recherche. Et qui dit recherche impacte le développement. Et lorsque vous faites de la recherche, vous devez faire savoir ce que vous faites. Vous devez publier vos résultats de recherche, mais vous devez trouver aussi des creusets d'échange de vos résultats, creusets scientifiques. Avec pour terme les biosciences au service du développement, les échanges visent à convaincre la communauté scientifique extérieure des impacts de développement engendrés par les travaux des recherches effectuées dans le domaine de prédilection de la jeune institution. Outre le monde des observateurs, ces journées scientifiques vont aussi permettre à l'ENS-BBA de s'ouvrir à des collaborations tant au plan national qu'international. La vision de cette première rencontre d'échange et de partage de savoir dans le domaine des biosciences et des biotechnologies est de placer l'UNSTIM sur le sentier du développement prioritaire des formations en STEAM en s'appuyant sur les nouvelles technologies de l'information et de la communication en éducation et de faire accroître la qualité des offres de formation pour l'employabilité des apprenants et le développement économique du Bénin. Avec donc 137 communications réparties sur 2 jours, je suis rassuré que ces journées scientifiques qui réunissent 118 participants, tout cela présage d'une qualité exceptionnelle des travaux que nous aurons. Jeune entité sous tutelle de l'Université nationale des sciences, technologies, ingénierie et des mathématiques UNSTIM d'Abomey, l'ENS-BBA a pour mission de former des techniciens compétents capables de répondre efficacement aux problèmes auxquels font face l'humanité en ce 21e siècle. Après Dassazoumé, d'autres entités de formation de l'université d'Abomey vont aussi tenir des journées scientifiques. Ces différentes rencontres d'échange seront clôturées par un colloque international, lequel sera porté par l'Université nationale des sciences, technologies, ingénierie et des mathématiques, UNSTIM d'Abomey. Voilà, merci de nous suivre sur le www.canal3television.com. Je vous invite à présent à suivre notre élément magazine. Elle est guérisseuse traditionnelle à Tossaou, dans l'arrondissement de Barienou, commune de Djougou. Sa spécialité, aider les femmes à accoucher facilement et à domicile. Elle a 80 ans, elle est mère de 6 enfants. Malgré le poids de l'âge, l'octogénaire continue avec passion d'aider les femmes gestantes à donner la vie, quelles que soient les complications. Ceci grâce à une méthode thérapeutique endogène dont elle est la seule à détenir le secret. Dans ce reportage que je vous invite à suivre, nous allons vous plonger dans l'univers de cette accoucheuse traditionnelle. Damalimatu Moumouni dit Nyaopi. C'est le nom de cette octogénaire spécialisée dans l'accouchement traditionnel à Tossaou, un village de l'arrondissement de Barienou, commune de Djougou. De son domicile familial, elle aide les femmes gestantes à donner la vie suivant une méthode traditionnelle endogène
hérité de ces géniteurs autrefois reconnus dans le traitement de diverses pathologies. Les traitements que moi je donne ici, je les ai hérités de mon feu grand-père et de mon père qui m'ont toujours dit que la mort existe. C'est ainsi que j'ai commencé depuis le temps du président Hubert Maga. C'est cette chambre à peine éclairée qui lui sert de salle d'accouchement. À l'intérieur, pas de table d'accouchement comme dans les maternités publiques, si ce n'est ce tapis dressé à même le sol, du coton et des gants. Lorsque la femme est en travail, elle est aussitôt installée sur ce tapis et prise en charge par Diaopé. Quand une femme va à l'hôpital et qu'elle est déjà à terme, lorsqu'il y a de complications, elle peut accourir vers moi. Et lorsqu'elles viennent vers moi, s'il n'y a pas de complications, je les envoie directement, je les installe dans la salle d'accouchement. Mais au cas où il y a de complications, je leur donne un produit pour soulager la complication. Des cas les plus simples aux plus compliqués qui nécessitent parfois la césarienne, Dame Alimatou ne recule devant aucune situation. C'est avec ce produit que j'arrête aussi les hémorragies qui surviennent parfois après les accouchements. Ce produit que j'utilise, mélangé au lait pic, permet de coaguler au fait le sang. Parfois même, les femmes référées à l'hôpital de zone font recours aux prestations de cette accoucheuse. Toute femme qui vient ici est d'abord soumise à une consultation théorique. Lorsqu'elle ressent des douleurs, un traitement lui est administré selon le cas. Des décoctions pour certaines, cette poudre noire pour d'autres. Il y a des femmes, même parfois, qui fuient les interventions chirurgicales à l'hôpital et elles viennent vers moi. Mais ici, lorsqu'elles viennent, je les délivre facilement. Je peux leur préparer une sauce ou bien une boisson. Et lorsqu'elles prennent, ça leur permet d'être délivrées très facilement. Aujourd'hui, les taux de natalité enregistrés chez Niaokwe sont en moyenne de 30 à 40 naissances par mois. Des taux qui impactent sur les indicateurs d'accouchement du centre de santé de Barieno. Elle contribue aussi à la baisse des indicateurs de l'accouchement au niveau de notre formation sanitaire. Les statistiques ne sont pas les meilleures et c'est à cause de son acte qu'elle pose. Chez Dame Alimatou, toutes les naissances sont déclarées sur une fiche et enregistrées sur un registre qui est aussitôt transmis à l'arrondissement. Effectivement, avec la dame de Tossaou, Niaokwe, nous recevons des déclarations. Chaque 2 semaines, nous recevons une vingtaine, quinzaine. Bon, ce n'est pas un nombre qui est exact. Parfois 26, parfois 25. Donc, et le mois, ça avoisine une cinquantaine environ dans l'année. On peut recevoir jusqu'à 300, voire 300 et quelques. C'est depuis cette année on a commencé par enregistrer donc, les accouchements. Bon, avant même l'enregistrement, c'était des centaines de naissances que nous ne savions pas, qu'on n'a pas enregistrées. Bon, maintenant, avec l'appui du CA et du major donc, du centre de santé de Barieno, on a maintenant les fiches de déclaration. Donc, une fois, quand la femme finit d'accoucher, elle apporte son carnet, donc on l'enregistre. Et on les contraint donc, à donner tous les renseignements nécessaires. Membre très active de l'association des guérisseurs traditionnels de Djougou, Niaokwe s'illustre par la diversité des services qu'elle offre aux populations. Au-delà des naissances, elle traite également des cas de stérilité chez les femmes et les hommes. Grâce à ces soins, des centaines de femmes sont mères d'enfants. Oui, j'ai 4 enfants. C'est chez maman que j'ai fait mon accouchement. Si on veut accoucher, maman nous donne les produits d'abord.
Aujourd'hui, ces compétences vont même au-delà des frontières de la commune. Les femmes de Natitengu, de Parakou, de Cotonou, de Ouaké, d'un peu partout, viennent ici pour des accouchements. Et ça se passe sans problème. Avec l'aide de Dieu, elles se délivrent sans aucun souci. Les compétences de Dame Alimato et sa passion à donner la vie lui ont valu une distinction du coordonnateur communal de la santé de Djougou qu'il a même installé à la maternité de Bariénou. Mais ce partenariat ne durera que l'instant d'une glace au soleil. Les autorités de la zone sanitaire ont même essayé de l'intégrer dans le personnel du centre de santé pour qu'elle travaille avec la sage-femme. Mais compte tenu de la rémunération, vraiment, elle n'a pas accepté. Parce qu'elle a vu que là-bas, elle a gagné gros. Ici, on peut donner peut-être 30-40 000 par mois. Elle trouve que c'est peu et elle est retournée chez elle. Si j'ai quitté le centre de santé, c'est parce que là-bas, c'était un peu difficile. Je ne gagnais presque rien. On m'a utilisé pendant presque 6 ans sans rien me donner. C'est pourquoi je me suis retirée. Une fois à domicile, Dame Alimatou se sent plus à l'aise. Mais avec le poids de l'âge, elle prépare déjà la relève. En plus de son fils cadet qui se charge de collecter les feuilles et les racines qui entrent dans la préparation des décoctions, sa belle-fille apprend à ses côtés. S'il y a une femme enceinte qui vient, elle seule elle ne peut pas. Si elle porte les gants, la femme va pousser. S'il y a quelque chose pour la maman qui va les gêner là, elle peut lui donner. Elle peut dire donne-moi l'eau. Il faut donner la bouillie à la femme enceinte. Il faut faire tel ci, il faut faire tel ça. Jusqu'à moi-même, j'ai commencé par faire une information de l'hôpital. Comme la maman m'a dit que je vais lui aider là. Elle a dit qu'il faut que je trouve un papier. Si un jour, il part pour me laisser, pour que moi-même je puisse faire. J'ai fait une formation à 4 ans en aide-soignante. Donner la vie et sauver les femmes reste la vocation première de Dame Alimatou. Une vocation sacerdotale que saluent ici ces femmes qui ont bénéficié de ces soins. Quand on vient ici, on ne dépense pas beaucoup. C'est pour ça qu'on vient ici. Elle travaille bien. L'hôpital là, c'est cher. C'est pour ça qu'on ne peut pas aller là-bas. Aujourd'hui, l'octogénaire fait la fierté de tout Bariénou. C'est une dame sympathique et disponible parce que depuis que nous sommes ici, chefs d'arrondissement, les témoins qui viennent font état de ce que, quel que soit le type de personnes, le type de femmes qui viennent, quelle que soit l'heure à laquelle les gens viennent vers elle, elle est toujours disponible. Elle est prompte dans son accueil, ce qui fait que de partout, les femmes accourent vers elle. Mais dans cette volonté de sauver des vies, les difficultés ne manquent pas. On n'a pas de salle d'hospitalisation ici. Lorsque les femmes sont nombreuses, ça devient un casse-tête pour moi. Malgré toutes ces difficultés, l'accoucheuse traditionnelle poursuit ses activités de guérison et de délivrance des patients. Aujourd'hui, elle ne demande qu'une seule chose, le soutien des bonnes volontés et des autorités à divers niveaux pour améliorer ses conditions de travail. Voilà, et pour finir, obsèque du tout premier président de la CCIB ce samedi 8 février. C'était en l'église Saint-Michel de Cotonou. Rafet Loko, ainsi l'appelait-on, a quitté ce monde pour l'au-delà le 11 janvier dernier à l'âge de 93 ans. La messe corps présent a été dite en présence des parents, amis et anciens collaborateurs du défunt. Voici le reportage de Elrich Gaba et Rachidi Soubérou. C'est ici, à l'église Saint-Michel de Cotonou, que Rafet Loko reçoit ses derniers hommages. Parents, amis et anciens collaborateurs de l'illustre disparu ont tous répondu présents. Ce rendez-vous d'adieu au tout premier président de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin reçoit l'onction de l'Église catholique
à travers une messe célébrée par Monseigneur Cléfeliho, évêque de Kandy. Dans son homélie, le prélat insiste sur la bonhomie de l'illustre disparu, sa constante volonté à faire du bien autour de lui et son amour pour le travail bien fait dans l'ultime simplicité. Il exhorte l'assistance à suivre l'exemple de cet homme qui a occupé plusieurs hautes fonctions au Bénin et dans la sous-région, mais qui est resté humble toute sa vie. Parmi les invités, ceux qui l'ont connu de diverses manières et ceux qui lui emboîtent les pas. Il est un membre fondateur du Rotary Club de Cotonou-Lagune, parce que lui était membre du Rotary Club de Cotonou et il fait partie de ceux qui ont été dépêchés du Rotary Club de Cotonou pour aller former le Rotary Club de Cotonou-Lagune en 1985. Et il a toujours été un membre assidu de notre club. C'est-à-dire que les dernières fois où nous ne l'avons pas vu datent de moins de 3 mois. C'est-à-dire que nous tous, nous avons encore avec nous le sentiment que le Korafé est encore à côté de nous. C'est un monsieur qui, malgré ses 92 ans, 93 ans, est un monsieur correct, sympathique et très, très jovial. Le président local, vous l'avez connu, c'est tellement président de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. Mais moi, c'est mon président, le président de mon association, l'association des industriels du Bénin, ASNIB, qui a été mis sur les fonds baptismaux le 11 janvier 1979. Il en est le président, il en a été le président. Il est mort président il a fait près de 30 ans, 35 ans, et c'est volontaire. J'en étais le vice-président, mais vraiment, que Dieu l'accueille dans son royaume. Hein, veille sur les siens. Je dis veille sur les siens et tous ceux qui lui sont chers. C'était un homme, un grand homme. Nous sommes vraiment émus, de compassion et nous sommes aussi émus parce que c'est un grand homme qui nous a quittés et c'est pour cette raison que je suis là avec tout mon bureau pour souhaiter nos condoléances à la famille éplorée. Membre du Rotary International, Raphaël Loko était également père fondateur de EcoBank Transnational Incorporated et membre fondateur de la Conférence internationale sur le commerce et le développement des Nations Unies. Administrateur de Total puis de MRS, Raphaël Loko est membre fondateur et président d'honneur de l'Association nationale des industriels du Bénin, conseiller de la Fédération des associations des industriels de l'Afrique de l'Ouest. Mais ce qu'il faut le plus retenir de l'illustre disparu est qu'il fut le tout premier président de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. Ainsi prend fin ce journal que je vous remercie d'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur Canal 3.